Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique, un numéro particulier puisqu'il s'agit d'une édition spéciale consacrée évidemment aux élections américaines et au retour de Donald Trump. Alors, à quoi s'attendre? Quelles conséquences tirer? Que va-t-il arriver aux États-Unis? Et puis bien sûr, à quoi s'attendre pour le monde entier, pour l'Europe et pour la France? C'est tout ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Je le répète à chaque fois. Alors plus que d'habitude encore, pensez à cliquer sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. Pensez bien sûr à m'écrire dans les commentaires. Vous savez que je vous lis chaque semaine. Et puis relayez évidemment cette émission au maximum. On se retrouve tout de suite. Et à mes côtés aujourd'hui, non pas un, non pas deux, mais 4 invités. Je commence par vous, Madame Caroline Galacteros. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géopolitologue, présidente de Géopragma. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Je citerai le dernier, Vers un nouveau Yalta. C'était aux éditions Sigest. On peut encore le trouver. D'ailleurs, j'ai fait la recherche. Vous écriviez La restructuration du monde à laquelle on assiste depuis quelques années. Et on peut désormais retrouver vos analyses très régulières sur YouTube, sur votre chaîne Paix et Guerre, qui a dépassé la barrière des 100 000 abonnés. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. On poursuit avec David Laine. Vous n'êtes jamais venu encore sur TV Liberté, mais c'est une première. Vous êtes chef d'entreprise, journaliste, essayiste, et vous préparez un ouvrage tout particulièrement sur la fraude électorale et le système électoral américain. L'histoire des fraudes électorales aux États-Unis depuis le 19e siècle. Il y aura sans doute beaucoup de choses à écrire. Il y a beaucoup à dire. À mes côtés également, Gérald Olivier, on vous connaît bien sur TV Liberté. Bonjour. Merci également d'avoir répondu au rendez-vous et à l'invitation. Vous êtes journaliste spécialiste de la politique américaine. Vous avez également écrit plusieurs ouvrages sur la route de la Maison-Blanche. Ça nous aidera à comprendre bien sûr le fonctionnement des élections présidentielles américaines. Et puis bien sûr le dernier, Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond aux éditions Confidentes. On en fera sans doute référence pendant cette émission. Merci de votre invitation. Également à nos côtés, Nicolas Mirkovic, c'est une première apparition dans le Samedi Politique, essayiste, auteur notamment du Chaos ukrainien en 2023, et puis de l'Amérique Empire, dont une édition réaugmentée vient tout juste de sortir, c'est aux éditions Temporis. On va commencer, chers amis, merci encore une fois d'être avec nous. On va peut-être rapidement parler et commencer par le commencement, j'allais dire, Gérald Olivier, les Américains devaient voter pour élire des grands électeurs, 578 en tout, il fallait donc dépasser le seuil de 270 pour gagner ces élections. On a l'impression aujourd'hui que Donald Trump, même si tous les dépouillements ne sont pas terminés, va être très au-delà même de 300 grands électeurs. Est-ce que ça change quelque chose finalement d'avoir autant de grands électeurs ? Ah bah oui, parce que l'idée, c'est que derrière les grands électeurs, il y a des petits électeurs, il y a les électeurs qui sont là. Or, Donald Trump, non seulement il a gagné au sein du collège électoral, donc il a dépassé la barre des 270 grands électeurs, comme vous l'avez dit, mais il a aussi gagné ce qu'on appelle le vote populaire, c'est-à-dire qu'il a reçu plus de suffrages au plan national qu'elle. Et actuellement, il y a 4 ou 5 millions de suffrages supplémentaires. Donc ça lui donne ce qu'on appelle un mandat. C'est-à-dire que derrière lui, il n'a pas simplement ses électeurs qui ont gagné de manière étroite, mais il a tout un pays qui a décidé de se rallier à lui, en tous les cas de désavouer l'administration qui était déjà en place, et à partir de là, il aura beaucoup plus les mains libres pour mettre en place sa politique, d'autant que, et je pense qu'on y reviendra également, derrière la présidentielle, il y avait également les élections au Congrès, les Républicains ont repris le contrôle du Sénat, en gagnant 4 ou 5 sièges, ce qui est relativement rare dans la politique américaine, et il est très vraisemblable qu'ils vont également conserver leur étroite majorité à la Chambre des représentants, l'étendre même de 4, 5 ou une petite dizaine de sièges. À partir de là, ils auront le Congrès, ils auront la présidence, et ils auront beaucoup plus de liberté pour légiférer et faire passer leur agenda. Je vous propose tout de suite, on va regarder, on a Olivier qui est expatrié aux États-Unis depuis plus de 7 ans, il est au Texas et il nous a fait un petit débrief, je m'autorise à cet anglicisme aujourd'hui, de cette élection. Victoire écrasante, pas seulement en arrivant à mobiliser son électorat de base, on va dire le rural, le blanc chrétien. Non, Donald Trump a fait des gains parmi tous les électeurs, plus 2 chez les femmes par rapport à 2020, plus 3 chez les hommes, plus 6 chez les personnes qui n'ont pas de diplôme universitaire, plus 6 chez les hispaniques, plus 7 chez les noirs, plus 10 chez les jeunes.
C'est pour ça que je dis que c'est une victoire écrasante, parce qu'il n'y a pas de place pour la contester. Tous les États clés ont suffisamment de marge pour qu'il n'y ait pas d'histoire de recomptage de voix ou de contestation d'élections. Et les républicains ont également une majorité au Sénat, ce qui va leur permettre d'appliquer leur politique. Vu que Donald Trump a remporté la majorité des votes, c'est-à-dire qu'il a remporté le vote populaire, contrairement à 2016 où il avait eu accès à la présidence entre guillemets grâce au système de collège électoral, là cette fois-ci Donald Trump a effectivement remporté plus de voix en nombre absolu que Kamala Harris. En général, le candidat qui remporte le vote populaire remporte également la Chambre des représentants. On est d'accord, il n'y a pas de bêtises dans tout ce qui vient de... Non, et on peut même en rajouter un petit peu, parce que ce monsieur était au Texas, mais il vous a parlé des résultats sur le plan national. Quand vous regardez le Texas lui-même, je l'ai regardé parce qu'il y avait des chiffres hier, Donald Trump a remporté 34% du vote chez les hommes noirs, 53% du vote chez les hommes latinos, 47% du vote chez les femmes latinos. Ça, ce sont 3 groupes électoraux qui habituellement ne votent pas républicains. Et ce qui est fondamental... Si je peux me permettre, ils n'ont toujours pas voté républicain, toujours minoritaire. Enfin, 53 pour les latinos hommes, c'est la majorité. Oui. Mais si vous voulez, quand vous partez, Barack Obama, il avait fait 97% du vote des hommes noirs. Là, Kamala Harris, qui est aussi noire, elle a fait 66%. Donc il y a quand même un recul considérable. L'idée derrière cela, si vous voulez, c'est qu'il y a quand même un basculement. Et il y a un basculement qui, pour moi, est fondamental, parce que depuis une 50aine d'années, l'électorat noir, eh bien, c'est l'électorat des assistés qui a bénéficié de cette supposée lutte contre la pauvreté et qui s'est retrouvé en fait enfermé dans un cycle de la pauvreté qui est le cycle de l'assistanat. Et là, Donald Trump, le message qu'il a eu, ça n'a jamais été « moi, je vais vous donner un chèque plus important que celui des démocrates », ça a été « moi, je vais faire que l'économie tourne pour que vous ayez un emploi et que vous puissiez avoir une vie, une ambition, et je dirais quelque chose derrière vous, plus que simplement recevoir un chèque toutes les semaines ou tous les mois qui vous permettent de survivre ». Ça, pour moi, c'est un changement fondamental et ça fait partie d'un réalignement en cours. Même chose pour l'électorat hispanique. L'électorat hispanique, ce qu'il veut, c'est travailler. Ceux qui sont venus légalement ou illégalement, c'est parce qu'ils considèrent que l'environnement économique aux États-Unis, au-delà de l'environnement politique, leur permet d'avoir un véritable avenir, d'élever une famille, d'espérer connaître la mobilité sociale. Et avec Trump, ils espèrent y parvenir, alors que jusqu'à présent, ils se reposaient beaucoup sur les démocrates qui pratiquaient l'assistanat, la générosité, l'aide sociale, mais sans offrir une véritable possibilité de s'élever dans la vie comme n'importe qui peut être, je dirais, en droit de l'envisager. David Leyne, vous qui observez de près les élections, justement, cette sociologie, elle vous surprend pour ces élections ? Non. En fait, comme me disait M. Olivier, en 2020 déjà, Donald Trump avait accru ses résultats par rapport à 2016 chez les Noirs américains. Et il avait, contrairement à ce que les médias français disent, une politique extrêmement favorable aux Noirs américains, à toutes les tranches de la société américaine. Mais par exemple, et ça n'a quasiment jamais été dit en France ou alors juste en des entrefilets, il avait créé des zones économiques prioritaires dans les quartiers majoritairement noirs, dans lesquels les entreprises qui s'installaient bénéficiaient de réductions d'impôts très importantes. Et ça avait permis, je crois qu'il y avait dans les 300 quartiers à la fin de son mandat, dans les zones des quartiers majoritairement noirs, d'augmenter massivement le taux d'emploi des jeunes hommes noirs américains, des jeunes hommes noirs et des femmes aussi, mais surtout les hommes jeunes noirs qui s'étaient beaucoup plus lancés dans les affaires, dans ces quartiers. Et le résultat avait été qu'il avait augmenté ses résultats parmi les Noirs américains en 2020, et ça fait plaisir de voir qu'en quelque sorte, ils n'ont pas oublié en 2024 ce qu'il a fait pour eux, entre autres pour eux et pour beaucoup d'autres personnes, et qu'ils ont en effet, comme le disait Monsieur Olivier auparavant, voté encore nettement plus en faveur de Donald Trump, récompensant, si on peut dire, ce qu'il a fait et en se basant sur les preuves de son précédent mandat. On a le sentiment quand même d'une société américaine extrêmement divisée. On a aussi l'impression d'une séparation au sein même des républicains, et on a assisté, par exemple, pendant cette campagne, à Dick Cheney, l'ancien vice-président, qui est bien évidemment du camp des Républicains, qui a appelé à voter Kamala Harris. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, Caroline Galacteros ? Ça m'évoque les liens profonds qui existent d'ailleurs à travers les partis et à travers ce qu'on peut appeler aussi les structures de l'État profond, et qui s'incarnent dans certaines personnalités. Cheney en est une, mais il y en a eu d'autres,
qui avait d'ailleurs pendant le premier mandat de Trump largement savonné sa planche pour prendre un certain nombre de décisions et arriver à des résultats dans les domaines essentiellement politique étrangère, etc. Donc là, les Cheney, père et fille, si j'ose dire, qui ont donné leur voix, leur appui, leur soutien à Kamala Harris, sont en fait des gens qui ont... c'est eux qui ont fait la guerre d'Irak, par exemple. Vous voyez, c'est eux qui sont responsables de ce qui s'est passé en Irak. Or, Trump, il l'a dit assez clairement, il y a un certain nombre de conflits dans lesquels, à part faire quelques centaines de milliers de morts, on ne sait pas très bien ce qu'on a réussi. Ça nous a juste coûté des trilliards et des trilliards, mais voilà. Donc il y a cette espèce d'uniparti, si vous voulez, ce qu'on appelle l'uniparti, mais c'est en fait j'allais dire, j'ai moi aussi un anglicisme, le spreading, la diffusion dans toutes dans les deux parties, dans les deux domaines, d'une idéologie qui est une idéologie néoconservatrice. Et les néoconservateurs, c'est des démocrates au départ, mais ça a largement irrigué le système américain. Entier. Vous avez cette lecture aussi, Nicolas Mirkovic ? Oui, bien évidemment. Ce qui se passe là est fondamental. Et c'est pas pour rien que Elon Musk tweetait il y a encore quelques heures Novus Secolo, nouvel ordre mondial. Je l'ai dit en latin, Novus Ordo Seclorum. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Parce que c'est pas un combat traditionnel démocrate-républicain. Helen Keller, au début du XXe siècle, disait que c'était les deux faces quasiment de la même pièce, c'était deux partis autocrates qui se battaient pour les mêmes buts. Et c'était un peu ça. Il n'y avait pas tant de différence que ça aux États-Unis entre démocrates et républicains. Et au niveau international, cette pensée néoconservatrice atlantiste, donc du coup c'est l'empire américain, enfin c'est ce qui se cache derrière le mondialisme. Et cette pensée qui irriguait l'ensemble de la classe politique américaine. Trump est arrivé comme un rhinocéros dans un magasin de porcelaine. Il veut faire tomber ça. C'est son objectif. Et c'est pour ça qu'on retrouve des personnalités du camp républicain qui ont appelé à voter pour Kamala Harris, parce que ces personnes-là font partie de ces personnes qui ont été formées par le Council on Foreign Relations, qui est un think tank qui a été piloté par John McCloy, qui est financé par les Rockefeller, qui sont derrière ce projet mondialiste, qui à la fin sert, on va dire, l'élite financière mondiale qui est pour une individualisation extrême de la société, pour la destruction des corps intermédiaires, des églises, des syndicats, des nations. Et vous avez cette pensée qui a vraiment été prégnante, très prégnante, dans l'État américain, qui est encore prégnante dans l'administration aujourd'hui parce que beaucoup de personnes ont été formées par des écoles comme celle-ci ou par des think tanks. Trump dit qu'il va chambouler tout ça. Parce que lui veut retrouver une Amérique puissante. Le marécage. Il veut, et voilà, c'est son enjeu là. Il doit le faire rapidement. Quand il est arrivé à la présidence en 2020, il a tenu le même discours, mais il était extrêmement naïf. Il n'était pas bien conseillé, il n'était pas bien entouré. Et l'État profond a été son ennemi de l'intérieur. C'est lui-même qui part de ceux qui emploient ce terme, l'ennemi de l'intérieur, qui l'a empêché de mettre en place le programme pour lequel les Américains l'avaient élu. Là, aujourd'hui, Trump a très peu de temps, il a 2 ans, parce que les prochaines élections, les midterms sont dans 2 ans, il a 2 ans pour s'attaquer à ce camp, on va dire, impérialiste américain qui est omniprésent, qui était omniprésent chez les démocrates et chez les républicains. Il a 2 ans pour mettre ça en place et donc il faut qu'il fasse vite. Il a une nouvelle équipe autour de lui aujourd'hui et je pense qu'en effet, il veut renverser les tables. Il veut une nouvelle Amérique fondée sur l'intérêt d'avoir la majorité aussi bien au Sénat qu'au Congrès des bien sûr. Absolument. Sur le long terme, ce que je peux ajouter là, ce qui est fondamental par rapport à votre question, c'est vrai que là, ce à quoi on est en train d'assister, c'est de la mise en place d'un nouvel ordre mondial, c'est la fin de l'après-guerre froide. Peut-être que les États-Unis, l'avenir le dira, mais ont enfin trouvé leur place dans le monde du XXIe siècle. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on disait avant 2 partis autocrates qui ont les mêmes objectifs, c'était vrai du temps de la guerre froide. Parce que démocrates et républicains s'opposaient sur la taxation, sur l'importance de l'assistanat ou des programmes sociaux, mais ils étaient tous d'accord pour dire nous sommes le pays chef du monde libre et notre ennemi commun c'est l'Union soviétique. Et à partir de là, la politique étrangère américaine ne changeait pas d'une administration à l'autre. Il y avait des petites modalités. On pouvait faire la détente dans les années 70 avec Nixon, Kissinger, et puis on passait à quelque chose de plus agressif avec Reagan. Une fois la guerre froide terminée, les États-Unis ont dû redéfinir leur rôle dans le monde. Et dans un premier temps, on a eu la continuation de l'ancien comme si rien ne s'était passé. C'était les années Clinton avec la guerre en Yougoslavie où on va mettre de l'ordre. On a eu après les néoconservateurs qui ont pris le relais et ça a été l'après 11 septembre, on va refaire le monde à notre image. On a vu avec quel résultat. Et ça a permis
la tendance, je dirais, qui avant était propre au Parti républicain, d'un retour non pas à l'isolationnisme, mais à une forme de non-interventionnisme de revenir et d'avoir, je dirais, une certaine résonance auprès de l'électorat. Vous parliez de Dick Cheney. Voilà, Dick Cheney appartient à cette ancienne génération néoconservatrice, interventionniste. C'est un des grands perdants de cette élection. Et ce qui m'intéresse, vous avez mis juste derrière vous, dans le décor, le visage de M. Trump et le visage de J.D. Vance, qui est très important, parce que J.D. Vance, ce sera l'héritier, et il a une position sur, je dirais, le rôle de l'Amérique dans le monde, qui épouse totalement celle de Donald Trump, à savoir, nous restons une puissance de premier plan, notre voix restera, je dirais, aura besoin d'être entendue, nous avons la force avec nous, mais nous ne serons plus le gendarme du monde, et nous n'irons plus ni initier, ni même, je dirais, nous immiscer dans des conflits qui ne nous regardent pas. Ça, c'est le changement fondamental. J'ai une question un peu bête, j'allais dire, mais qui dirige la politique étrangère aux États-Unis? Est-ce que c'est le président? On sait qu'en France, c'est plutôt le précaré du président, justement, même s'il y a un Quai d'Orsay. Comment ça s'organise là-bas aux États-Unis? Alors, là-bas, le président a à la fois... Oui, c'est POTUS, hein. Bon, c'est le président des États-Unis. Ok, bon. Mais je dirais que c'est plus compliqué pour lui, par exemple, de déclarer la guerre. D'ailleurs, c'est pour ça que personne ne la déclare plus. Hein. Vous avez remarqué, on ne déclare plus la guerre. Parce qu'il a besoin d'aller finalement demander une sorte d'autorisation au Congrès américain pour pouvoir le faire. Pour faire la guerre, mais pas pour les accompagner. Nous, on peut lancer le truc et puis au bout de 4 mois, éventuellement, faire une petite consultation, savoir si finalement notre Assemblée nationale est bien d'accord, etc. Donc, mais en même temps, les orientations voulues par le président des États-Unis, s'il a une idée, et là, manifestement, il a une idée, il a une structure. Et c'est ça qui va être très très intéressant. C'est pour ça que moi je pense que ce scrutin je pense que du point de vue occidental, hein, parce que ça reste quand même une vision structurante encore, l'Occident versus le Sud collectif, etc. Du point de vue occidental, cette élection et cette victoire de Donald Trump est une bonne nouvelle. C'est une contre-bascule, une espèce d'amorce ou de possibilité de contre-bascule au plan géopolitique. Parce que en Occident, on ne veut pas voir cette bascule. On explique non, tout va bien, non, ça va continuer. On n'est pas dans l'unipolarité, mais enfin tout de même, on peut encore avoir des prétentions hégémoniques, impérialistes, etc. en tant qu'Occident. Non, c'est de plus en plus battu en brèche par toute une partie du monde. Mais là, à partir du moment où on a un président qui va chercher, peut-être, je l'appelle de mes voeux, un apaisement sur un certain nombre de fronts où il sait que de toute façon, ni les forces américaines, ni les intérêts américains n'ont besoin d'être engagés tels qu'ils le sont, même avec via nous, hein, via les vassaux européens. On est devenus des proxys. Nous, c'est clair, on est des proxys, mais alors nous, on se fait... donc on est... À partir du moment où il va... Et c'est pour ça que ça va être très intéressant de voir ce qu'il va faire, par exemple, pour l'Ukraine, ce qu'il va faire au Moyen-Orient, etc. Et ce qui va être très intéressant... Alors, ça va être douloureux pour l'Europe, au plan économique, mais ça va être aussi l'heure de vérité pour l'Europe. Est-ce qu'on va le comprendre ? Et est-ce qu'on va sortir de cette espèce de critique complètement infantile et stupide sur le thème « Ah, mais non, Trump, c'est... » Voilà, on l'a tellement diabolisé. En fait, il peut beaucoup aider la restructuration, le rééquilibrage du monde. Il peut être l'électrochoc. Il peut être l'électrochoc, celui qu'on n'attendait pas et que tous les réalistes commençaient à se dire si ça ne se passe pas, on est parti dans un délire de guerre sans fin qui produit des effets boomerang essentiellement, dont les Européens seront les premières victimes, y compris au plan stratégique, y compris au plan sécuritaire. Donc c'est pour ça que j'ai dit dans mes premières déclarations après le scrutin, c'est une bonne nouvelle, en fait. Voilà. Et comme vous l'avez très bien expliqué tous les deux, ça se voit dans le vote, et comme l'a expliqué aussi le jeune homme là, qui nous a expliqué le sondage, et les voix gagnées chez les hommes et les femmes noires, chez les latinos, etc., il est en train aussi peut-être de donner un élan qui va gommer un peu la structure très communautariste, très
très clivé, reclivé, surclivé de la société américaine, en redonnant une espèce d'espoir, en redonnant quelque chose qui réunisse. Donc il y a un moment d'unification de la nation et de l'État américain, alors que nous, en Europe, on fait tout l'inverse, à part 2-3 intelligents et courageux. Bon, voilà. Quand on vous écoute tous, finalement, on comprend bien tous les enjeux qui reposent sur les épaules de Donald Trump, et on comprend d'autant mieux qu'il ne fallait pas qu'il gagne, j'allais dire. Et j'aimerais, à cet effet, vous interroger, David Lane. Quand on regarde les scores en termes de voix, il y a quelque chose qui saute littéralement aux yeux. C'est lors de la présidentielle en 2020, Joe Biden a recueilli un peu plus de 81 millions de voix. Là, Kamala Harris, elle arrive péniblement à 70 millions, c'est-à-dire 11 millions de moins. Alors on pourrait dire qu'il n'y a pas d'engouement pour cette candidate, mais si on regarde toutes les autres élections précédentes, pour Hillary Clinton, 65 millions, Obama, les 2 fois, c'était entre 65 et 70 millions. Donc, qu'est-il arrivé à Joe Biden en 2020 ? Est-ce qu'il y a eu un engouement absolument incroyable pour ce gouverneur du Delaware, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait loupé ? Il y a plusieurs choses. Alors, j'ai vu en effet ce que vous dites, ces chiffres sont quand même frappants, mais il faut tout de suite dire clairement, il ne peut pas y avoir eu 11 millions de voix volées. Les fraudes aux États-Unis, c'est une très longue histoire qui date du XIXe siècle. Les fraudes sont efficaces dans les élections serrées. Si je peux me permettre, c'est très intéressant ce que vous dites, ça remonte au 19e siècle, donc bien avant les moyens informatiques, numériques, etc. Bien sûr. Au 19e siècle, déjà, après la guerre de sécession, les démocrates ont commencé à voler en masse les élections dans les ex-États sécessionnistes. Ce sont des démocrates qui ont créé le Ku Klux Klan, les personnes en parlent aujourd'hui, la White League, la Ligue blanche, les Red Shirts, les chemises rouges, qui massacraient les Noirs avant les élections pour les pousser à ne pas voter. Et le résultat, c'est le meilleur moyen pour pas qu'ils votent, c'est sûr. Voilà. Alors ensuite, comme c'était quand même un peu trop sanglant, ils ont pris d'autres mesures qui consistaient à exclure les Noirs des élections par la clause du grand-père, qui disait que si votre grand-père n'avait pas eu le droit de vote, vous n'aviez pas le droit de voter vous-même. Donc les grands-pères des Noirs à l'époque n'avaient pas le droit de vote. Une clause de ressources qui était d'avoir au moins 1 hectare, enfin 1 acre, mesure américaine. Une clause d'alphabétisation qui consistait à être capable de lire et d'expliquer un article de la Constitution. Et ça a duré jusqu'en 1965. Et pendant tout ce temps-là, les démocrates ont volé quasiment chaque élection dans le sud des 13 ex-États sécessionnistes pendant 80 ans. Et ensuite, il y a eu des machines, c'est-à-dire des organisations démocrates qui, dans les grandes villes, comme Chicago par exemple, ont continué à voler les élections. Il y a eu un scandale dans les années 1970-80, quand le Chicago Tribune, le plus grand journal de Chicago, a révélé que les machines à levier avaient été massivement utilisées pour enregistrer des milliers de voix frauduleuses. Alors, ça permet de faire le parallèle avec la situation actuelle. Il y avait eu des employés électoraux qui faisaient passer le même bulletin dans la machine à levier. La machine à levier, vous deviez l'actionner et elle enregistrait le bulletin qui était un bulletin à trous, etc., des cartes à trous. Et ils faisaient passer le même bulletin pour les démocrates, 50, 100, 200 fois. Voilà. Alors, on a vu en 2020, et les démocrates ont prétendu que c'était une pratique normale, une employée électorale dans un bureau de vote d'Atlanta, après que les employés électoraux se soient retirés pendant la nuit, le soir de l'élection, pour aller dormir, on a vu cet employé passer à plusieurs reprises le même jeu de bulletins de vote dans le scanner, qui donc enregistre les choix multiples, parce qu'il y a énormément d'élections simultanément aux États, le jour de l'élection, énormément de postes à pourvoir, et on l'a vu passer 3-4 fois le même jeu de bulletins de vote. Or, il se trouve que ces bulletins sont anonymisés, bien sûr. C'est quand on vote par correspondance, la signature et les données sont sur l'enveloppe de vote, mais le bulletin lui-même est fatalement anonyme, sinon il n'y aurait plus de respect d'une obligation de base, mais donc il n'y a pas de vérification d'identité. Non, alors justement, ça c'était en Pennsylvanie, et là justement, c'est une chose qu'on ne sait pas en France, aux États-Unis, à l'heure actuelle, dans 14 États, on peut voter sans présenter une pièce d'identité. Sans en avoir ? On n'a pas vraiment présenté. De toute façon, il n'y a pas de pièce d'identité au niveau national, il n'y a pas de carte nationale d'identité. Donc en général, c'est le permis de conduire, éventuellement le numéro de sécurité sociale. Dans certains États qui demandent, eux, une pièce d'identité, ça peut être une carte de propriétaire d'armes, une carte d'étudiant, une carte de chasseur ou autre. On sait pour qui ils votent. Voilà.
en général, une carte d'étudiant éventuellement. Mais donc dans 14 États, il n'y a aucune obligation de présenter une pièce d'identité. Donc c'était en Pennsylvanie, un des États pivots dans lesquels, en effet, avec le Nevada, les 2 États pivots dans lesquels il n'y a pas d'obligation de présenter une pièce d'identité pour voter, ce qui pose des grosses questions. Et la Californie, le plus gros État qui envoie plus de 50 grands électeurs, il n'y a aucune obligation de présenter une pièce d'identité. Donc vous imaginez bien que ça pose quand même des gros problèmes. Si je peux me permettre, quand même, on a l'impression que les États-Unis sont présentés comme le phare de la démocratie. Là, c'est quand même un peu pire que les élections du délégué de classe. Hein. Oui, d'une certaine façon, non, mais le système va beaucoup trop loin, je dirais, dans la facilité d'accorder, non pas le droit de vote, mais la possibilité de voter. Parce que la première chose à rappeler, c'est que constitutionnellement, seuls les citoyens américains ont le droit de vote. Or, les États-Unis sont un pays où la population immigrée, clandestine ou autre, est quand même très très importante. Vous parlez de la Californie, pour être encore plus précis, puisque moi c'est mon état de résidence là-bas, donc quand je vote, c'est en Californie. Donc en Californie, pour être inscrit sur les listes électorales, eh bien, il suffit, lorsque vous faites renouveler votre permis de conduire, parce qu'en général c'est tous les 5 ans, vous remplissez un formulaire. Et dans le haut, la partie du formulaire concerne le permis de conduire lui-même. Et vous avez en dessous, c'est au milieu, 2 sections. La première section vous dit, si vous ne cochez pas la case en dessous, vous serez automatiquement inscrit sur les listes électorales. Sauf si vous cochez la case, et ce qui signifiera que vous refusez d'être inscrit, ou bien si vous cochez la case qui est encore en dessous, qui signifie que vous n'êtes pas citoyen américain. Donc le formulaire assume que vous êtes déjà citoyen américain et c'est à vous de vous déclarer non citoyen, auquel cas vous ne serez pas inscrit sur les listes électorales. C'est par ce moyen que l'État se protège en disant non, nous ne facilitons pas le fait que des non-citoyens puissent voter puisqu'on leur demande de se déclarer. Et si eux, ils font une fausse déclaration, ils commettent un délit. Mais vous pensez bien qu'il y a la moitié des gens qui ne lisent même pas le formulaire jusque-là. D'ailleurs... peut-être qu'ils ne le comprennent pas d'ailleurs. Alors en Californie, c'est en 6 langues, hein, vous inquiétez pas. Ah oui. C'est écrit en anglais, en espagnol, en chinois, enfin il y a toutes les langues possibles et imaginables parce que la communauté elle-même est souvent, il y a beaucoup de Chinois et d'Hispaniques à San Francisco et en Californie en général, mais c'est pour vous dire qu'il y a un système qui facilite ce type de situation. De même que les listes électorales sont très rarement mises à jour. Vous avez une blague qui circule dans les milieux républicains aux États-Unis où on parle de ce jeune homme trumpiste, enfin de ce jeune homme, de ce père de famille trumpiste, qui apprend que ses parents ont voté démocrate. Et ça le met tellement en colère qu'il décide de ne plus aller fleurir leur tombe. Ils ont voté démocrate par la poste. Ah oui, d'accord. Voilà. On peut voter par correspondance. Donc, quand vous votez par correspondance, il y a 2 situations. Moi, quand je veux voter, je demande un bulletin. Je remplis un formulaire et l'État de Californie, enfin le comté de San Francisco, m'envoie un bulletin en France. Il y a beaucoup d'États à la Californie qui envoient des bulletins aussi directement, sans que vous le demandiez. Okay. Donc à partir de là, si vous vous basez sur la liste électorale, vous pouvez très bien envoyer un bulletin à des gens qui ont déménagé ou des gens qui sont décédés. Quand vous votez en personne, les morts ne vont pas sortir de leur tombe pour venir voter en personne. Par contre, si vous distribuez des bulletins par courrier et que vous donnez la possibilité aux gens de les renvoyer par courrier, vous ne savez pas qui l'a rempli, vous ne savez pas dans quelles conditions il a été rempli, et vous ne savez même pas si la personne qui l'a rempli est celle à qui il était destiné. Donc, ce ne sont pas véritablement des fraudes, mais ce sont, je dirais, des moyens qui permettent d'avoir... l'exploitation de la loi en cours, quoi. Absolument, absolument. On a le sentiment aussi, on va changer de sujet parce qu'on attend le livre de David Lane pour tout savoir des fraudes. On ne va pas pouvoir passer trop de temps dessus. Tout à l'heure, je vous interrogeais sur le fait que les Républicains semblaient un peu divisés puisque certains avaient appelé à voter contre Donald Trump et en faveur de Kamala Harris. Est-ce qu'il y a eu le même phénomène sur Kamala Harris? Et juste avant de vous donner la parole, on va regarder son discours de défaite. Un principe fondamental de la démocratie américaine est que lorsque nous perdons une élection, nous en acceptons les résultats. Ce principe, autant que tout autre, distingue la démocratie de la monarchie ou de la tyrannie. Et quiconque souhaite obtenir la confiance du public doit l'honorer. À tous ceux qui nous regardent, ne désespérez pas. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, c'est le moment de retrousser nos manches. C'est le moment de s'organiser, de se mobiliser et de rester engagé. Au nom de la liberté
de la justice et de l'avenir que nous savons tous que nous pouvons construire ensemble. Alors, pour revenir sur ce discours, il y a un point qui m'a fait beaucoup rire, c'est que dans les médias français, on a rediffusé, bien entendu, ce discours traduit, et je pense à BFM tout particulièrement. Il n'a pas fallu une seconde après le discours pour dire qu'il était extrêmement médiocre, voire franchement mauvais. Et j'ai trouvé ça très amusant parce que ça m'a fait penser à la sénilité de Joe Biden, qui était totalement interdite dans les médias jusqu'à ce que le système accepte qu'il fallait le sortir du jeu. Et là, c'est un peu pareil. Kamala Harris était extraordinaire, elle avait toutes les stars avec elle jusqu'au moment où c'était fait, elle avait perdu, et là, les médias reviennent un peu à la réalité. Vous savez, je pense qu'il faut qu'on parle aussi d'un autre type de fraude. On a parlé des bourrages d'urnes ou des moyens de tricher, et il y en a aux États-Unis, ça c'est certain. Mais on n'a pas parlé de la fraude, on va dire, de la classe dominante, des médias qui, à longueur de journée, depuis plus de 10 ans, depuis que Trump vraiment commence à s'afficher dans la politique, n'ont cessé de le dépeindre comme un raciste, comme un nazi, comme un oligarque, bref, tout était toléré contre Donald Trump par ces médias qui n'ont fait que répéter vraiment. On est dans un système orwellien où il y avait vraiment une courroie de transmission entre la présidence de Biden et les médias dominants américains, montrant cette espèce de collision entre la communication et le politique pour dépeindre Trump et son entourage comme des fanatiques. Et on a encore ça aujourd'hui. Et on a le même problème en France. C'est-à-dire qu'il y a un poids beaucoup trop important de ces médias qui ne sont pas du tout libres, qui appartiennent eux-mêmes à des oligarques et qui sont dans le même lit que le pouvoir en place. Ce pouvoir dont on parlait tout à l'heure, ce pouvoir qui est oligarchique, ce pouvoir qui sert le projet mondialiste, impérialiste américain et qui ne sert pas la démocratie. Quand vous ne pouvez pas débattre sans qualifier votre adversaire de nom d'oiseau, quand vous ne pouvez pas débattre sur les sujets de fond, quand votre seul moyen de défendre votre projet est d'attaquer celui de l'autre, vous sapez un des piliers d'une démocratie où, par le fruit de la discussion, de la réflexion, du débat intelligent, on arrive soit à des accords, soit à des désaccords, mais au moins on peut parler, on peut expliquer les sujets aux citoyens qui ensuite sont libres pour voter. Je pense que les Américains ont rejeté ça, c'est même certain. Et c'est un exploit par Donald Trump parce qu'il n'est pas rentré dans le jeu. N'oubliez pas que c'est lui il a employé ce terme de fake news contre les médias. Il ne voulait pas répondre dans le passé à CNN. Il était très très dur avec CNBC. Il n'est pas rentré dans le jeu. Il a refusé complètement de se dédiaboliser quelque part. Exactement. Et il a montré qu'il y avait un modèle alternatif. Et il faut, retirer des enseignements de ces élections américaines. Ce que Trump a fait aux États-Unis est assez intéressant et devrait inspirer des politiques français qui pensent en effet qu'il faut passer sur tous les plateaux des médias dominants pour passer parce que le jeu électoral le veut. Eh bien, aux États-Unis, Trump a balayé tout ça du revers de la main. Il est allé faire des podcasts avec Joe Rogan. Il est allé faire des podcasts avec Tucker Carlson. Il a montré qu'il y avait des médias alternatifs. Il s'en est beaucoup servi. Et il y a beaucoup d'Américains qui sont allés sur ces médias alternatifs, qui sont allés chercher des informations différentes parce que les Américains ne sont plus dupes. Ça, c'est un des enseignements majeurs à retirer de ces élections, c'est que malgré les calomnies, malgré les injures, le tombeau d'injures qu'on déverse sur Trump à longueur de journée, que ce soit le clan démocrate Biden, que ce soit même certains de ses anciens alliés au sein des Républicains ou des médias, malgré ça, il a gagné haut la main. Les Américains ont rejeté cet ancien système. On peut considérer, oui, bien sûr. Si je peux apporter une précision, justement, pour aller dans le sens de ce que disait monsieur, il y a aux États-Unis un organisme qui s'appelle le Media Research Center, qui étudie la couverture positive ou négative de chaque candidat. Et concernant cette dernière élection, ils ont découvert, alors qui analyse la couverture par les trois grands de chaînes de télévision américaines, ABC, NBC, CBS. Ils ont établi que Kamala Harris avait une couverture positive à 84% et que Trump avait une couverture négative à 89%. Et comme point de comparaison, Obama, qui était pourtant déjà l'égérie des médias, n'avait une couverture positive que, si je puis dire, de 68%. Donc il n'y a jamais eu une élection présidentielle où il y a eu une telle couverture positive en faveur d'un candidat et une telle couverture négative en faveur de l'autre candidat. C'était l'élection de la présidentielle où la couverture médiatique a été la plus déséquilibrée de toute l'histoire, à un degré absolument inouï. J'allais dire, Gérald Olivier, on a l'impression que c'était presque un tandem média-justice, avec au centre des deux pour les réunir le Capitole. Oui, alors
D'accord, je pense que le 6 janvier, on va en reparler, mais même avant d'en venir à là, oui, la justice, c'était avant la campagne. Tout ça, il y a eu d'abord une pré-campagne pour délégitimer Trump. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il ne soit pas candidat, qu'il ne puisse pas l'être, qu'on le mette en prison, qu'on le mette hors course, qu'on le ruine. Donc toute la justice a été, je dirais, d'une certaine façon instrumentalisée pour ça. Mais c'est vrai que les médias mainstream, comme on dit en anglais, excusez-moi, mais les médias dominants, hein, aussi bien papier qu'audiovisuel, sont un autre des grands perdants de cette élection. Kamala Harris a perdu, le Parti démocrate a perdu, ça c'est sûr, mais dans l'extrait que vous montriez à l'instant, c'est pas tant que son discours fut médiocre, c'est qu'il a été vide. C'est une sorte de condensé de la campagne, parce qu'elle vous dit il ne faut pas cesser de se battre pour la justice, pour la prospérité. Mais tout le monde est d'accord pour ça. La question, c'est comment et quel type de société vous voulez aller. Et le problème de Kamala Harris, c'est qu'elle n'a jamais, à aucun moment dans sa campagne, été capable de le définir. Et elle était elle-même incapable de le faire pour la simple raison que c'est une progressiste qui vient de Californie, qui a des idées qui sont très à gauche, socialement, économiquement, idéologiquement, culturellement, et que si elle mettait en avant cette personnalité, elle aurait perdu avec une marge encore bien plus importante. Donc ce que l'état-major du parti lui a dit, il faut faire campagne au centre, il faut reprendre des idées conservatrices. Soudain, elle était pour une frontière qui soit fermée, elle était favorable aux énergies fossiles, alors que dans le cadre de sa lutte contre le réchauffement climatique, les énergies fossiles, il faut s'en débarrasser. Donc elle a pris le contre-pied de toutes ses positions initiales et elle a cherché à le cacher au maximum. Donc quand elle a été obligée de donner des interviews à la presse, même des interviews avec des journalistes tout à fait de son bord, un journaliste de CNN, monsieur Anderson Cooper, que ceux qui suivent l'actualité américaine connaîtront, des journalistes de chaînes favorables à elle, CBS, ABC, elle donnait des réponses d'une telle vacuité que même ses soutiens se sentaient embêtés. Et même les journalistes qu'elle avait en face d'elle, on le voyait physiquement, étaient gênés du vide de sa réponse et de son incapacité à apporter une information concrète. On a fini par dire d'elle que quand elle parlait, c'était de la salade verbale. Elle mettait des mots les uns derrière les autres pour ne absolument rien dire. Bon, ce qui est rassurant, justement, c'est que les Américains, les électeurs, n'ont pas été dupes de cela. Et les démocrates et elles-mêmes ont été sanctionnés aux urnes d'une telle approche, qui, d'une certaine façon, il faut quand même le dire, est insultante pour les électeurs. Absolument, voilà. Sans parler même de comment elle est arrivée là. Le coup d'État contre Joe Biden à l'intérieur du Parti démocrate, les médias, comme vous le disiez, ils l'ont couvert, tout comme ils avaient couvert avant sa sérénité qui était de plus en plus évidente. Voilà. Donc on a voulu prendre les électeurs pour les idiots, on a voulu prendre les démocrates pour des gens, des moutons qui allaient suivre, je dirais, on décide que c'est elle et donc vous n'avez plus qu'à approuver. Donc apparemment, pendant la convention, tout le monde a approuvé, béni par les médias, et puis aux urnes, on s'aperçoit que non. Après tout, les électeurs, ils ont gardé leur indépendance, et là, ils ont véritablement rejeté cette approche de la politique. Si on peut comprendre, j'allais dire que la presse est souvent progressiste, donc la presse américaine, qu'elle ait fait la campagne de Kamala Harris, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment une surprise. Mais pour la presse internationale, comment on explique quand même ce parti pris constant en faveur de la candidate démocrate, selon vous, Caroline Galacteros ? Dans la presse notre presse, par exemple. C'est ça. Ah oui, mais nous sommes, à vrai dire, des décalques complaisants de ce qui peut être décidé, suggéré, proposé. Donc on suit la ligne en fait américaine. Nous on suit. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce que vous avez décrit, c'est-à-dire qu'il y a une résistance. En fait, il y a une mitridatisation, si j'ose dire, du peuple américain par rapport aux mensonges. Et je pense que les excès, l'outrance avec laquelle on a tapé sur Trump, mais déjà, dès son premier mandat, tout a été fait pour l'empêcher d'agir. La première campagne, quand il y arrive, voilà. Bon. Et à partir de 2020, alors là, effectivement, l'idée, c'était qu'il ne revienne jamais, parce que tout le monde se disait quand même, il faut se méfier, il va revenir. Et tout a été fait, mais d'une manière telle... C'est tellement gros. Je veux dire, au bout d'un moment, quand même,
le peuple américain, ordinaire, moins ordinaire, un peu partout, justement, commence à se dire, c'est too much, quoi. On lui trouve toutes les femmes avec qui il a pu avoir une relation, toutes les affaires, on l'étouffe littéralement de toutes les façons possibles. Et en fait, à la fin, qu'est-ce qu'on démontre? Qu'il y a quand même un certain nombre d'institutions américaines qui ont besoin, en effet, d'être nettoyées un tout petit peu, parce qu'elles ne sont pas tout à fait aussi objectives qu'elles devraient l'être. Je pense au FBI, mais il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Et finalement, les gens, en fait, n'ont plus acheté. Et là-dessus, la campagne électorale aussi complètement déliante, mais ça ne marche plus. Ça ne marche pas, en fait. Les gens ont fini de... Et d'où aussi le succès des... Alors, c'est la poule et l'œuf. Est-ce que c'est le fait que d'autres se disent d'autres choses dans des médias dits alternatifs qui fait que les gens sont moins crédules, ou est-ce que c'est l'inverse? Voilà, sûr, bon, ça je ne sais pas, mais en tout cas, démocratiquement, c'est très bon. Enfin, je trouve que c'est très sain. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a cette crise de la représentativité, à la fois politique, médiatique, etc., qui touche les grands médias comme elle touche les classes politiques. Et pas seulement aux États-Unis, en Europe. Alors en France, bon, n'en parlons pas. Mais le public a besoin d'autre chose. Il peut plus supporter qu'on lui monte dans de telles proportions. Absolument. Voilà. Je peux abonder juste dans le sens de Caroline. Je voudrais dire, n'oubliez pas que les Américains, ils ont le discours officiel. Biden est parfait, Biden est incroyable, Harris, c'est l'avenir des États-Unis. Et puis il y a la réalité. Les États-Unis qui souffrent de l'espérance de vie des Américains qui chute, de l'inflation qui a été de 20%. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, vous avez le décor, mais les Américains, ils ont l'envers du décor. Et c'est ce qui explique pourquoi ils ont rejeté vraiment Harris. Ils n'y croient plus. Ils ont rejeté complètement les mensonges. Ils ont perçu ça comme des mensonges. Entre les hypothèques, le prix du poulet et le prix du pétrole... Exactement. Vous avez utilisé le mot mensonge. C'est un mot très important d'abord parce qu'il est iconique au sens américain. George Washington ne pouvait pas mentir. C'est ce que tous les enfants apprenaient à l'école il y a quelques années. Je ne sais pas s'ils l'apprennent encore aujourd'hui. Mais l'un des mots-clés de la campagne, ça a été le grand mensonge. The Big Lie, en anglais. Et il y avait deux lectures de The Big Lie. Les démocrates employait l'expression « le grand mensonge » au sujet de Trump. Pour vous dire, c'est pas du tout quelqu'un qui veut être président, c'est un dictateur en herbe, c'est un Hitler déguisé, il veut installer la tyrannie, la dictature. C'était ça pour eux, le grand mensonge qu'ils dénonçaient. Et les républicains, eux, dénonçaient un autre grand mensonge qui était celui des démocrates au sujet de Donald Trump. Absolument. Eh bien, les électeurs ont tranché. Et là, en effet, on a vu qui, aux yeux des électeurs, était le véritable menteur. Il faut insister sur le rôle de X, donc ex-Twitter, qui a été quand même très important, puisque en 2020, les propriétaires de l'époque, qui étaient des gens d'extrême gauche, il faut le dire, très woke, avaient censuré de très nombreux posts de Donald Trump, et à la fin, finalement, lui ont fermé son compte, et avaient joué un rôle extrêmement important dans la censure de l'affaire d'ordinateur mobile de Hunter Biden, qui montrait la corruption de Hunter Biden et de son père. Et ils avaient censuré aussi de très nombreuses autres informations. Ils avaient par contre autorisé la propagation massive de la prétendue collusion avec la Russie auparavant. Et il faut savoir d'ailleurs qu'aujourd'hui encore, dans les sondages, je crois que les dernières choses que j'ai vues, c'est que 40% des démocrates pensent toujours que Donald Trump a été aidé par la Russie en 2016 et qu'il était coupable de collusion. Donc les mensonges ont la vie longue. Et ils ont fait sortir ça. Twitter, à l'époque, avait étouffé l'affaire de Biden sous l'injonction du FBI. Donc, ce n'est pas juste des milliardaires de la côte ouest qui étaient anti-Trump, c'est une agence interne qui est censée surveiller, enfin aider les États-Unis à lutter contre le crime, qui a demandé à Mark Zuckerberg de ne pas publier l'information. À tel point que des agents du FBI travaillaient main dans la main avec les responsables de X, ça a été révélé dans les Twitter Files que Elon Musk a publié, et vérifier quel post il fallait, quel commentaire il fallait supprimer ou censurer définitivement, quel compte fermer. Des agents même du FBI payés par les contribuables américains participaient à la censure dans un média censé être indépendant. C'est quand même du jamais vu. Il y a quelque chose quand même qui semble que finalement Donald Trump, si je vous suis, c'était la bête à abattre. Oui. Et ça s'est matérialisé bien entendu avec l'attentat de Butler. Alors, ça,
Ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu que ça. Il y a eu trois. Il y a eu trois tentatives d'assassinat en tout, mais celle qui est allée plus loin, puisqu'il a été blessé, que quelqu'un est mort. D'ailleurs, on n'en parle pas souvent, mais il est quand même mort dans le public. Alors, j'allais dire, c'est qui tout double. C'est-à-dire que là, la balle l'a frôlé. Et il en est devenu quasiment un homme, touché par la grâce. Là, c'est pas possible. Il devait l'emporter. Là, je pense que ce jour-là, quand il a eu son poing levé... de beaucoup en Pennsylvanie, me semble-t-il. Il n'est pas beaucoup au-dessus de 50%, je crois. Non, mais il est certain... 3 points d'avance, un peu plus. Parce elle est très bonne. Voilà. Il est certain que, de toute façon... c'était l'homme à abattre au propre et au figuré, oui. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on n'y arrive pas, politiquement, par des moyens, on va dire, qui restent... Quand vous diabolisez votre adversaire en le traitant de tous les noms, il y avait même un article dans, je ne sais plus si c'est The Atlantic ou autre, qui disait que Trump n'était pas que Hitler, mais qui disait que Trump était Hitler, Mussolini et Staline réunis. Oui, donc tant qu'à faire. Non, mais moi je pense qu'on aurait pu dire. Et bien sûr, même quand on diabolise à ce point quelqu'un, on favorise, on crée des conditions qui font que des personnes ayant des petits problèmes psychologiques, des déséquilibrés, comme on dit en France, n'est-ce pas, vont être tentés de passer à l'acte. Si je peux me permettre, on a quand même beaucoup ciblé les failles du Secret Service. Les failles du Secret Service, les jobs tenus par l'individu auprès de certaines sociétés. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit encore les loups solitaires ou les déséquilibrés. Vous savez, on les trouve, on les chope, c'est un métier. On les prend, on les entraîne, on les forme, on les motive. Quand Trump sera investi, ils vont évidemment rendre public les recherches sur ce... J'espère en tout cas qu'il va vraiment nettoyer, effectivement, il va drain the swamp, comme il a dit à plusieurs reprises, parce que ça c'est tout à fait indispensable pour lui donner la marge de manœuvre, pour mettre en œuvre un certain nombre de choses. Sinon il n'y arrivera pas. Parce que Nicolas Mirkovic, pardon, justement, on sait que l'investiture c'est le 20 janvier, on sait qu'il y a eu 3 tentatives d'assassinat. Est-ce que, autour de cette table, et tout particulièrement vous craignez finalement pour la vie de Donald Trump d'ici là ? Bien évidemment. Bien évidemment, il y a une histoire d'assassinat de président aux États-Unis, donc du coup ça fait partie de la tradition aussi, de tentatives d'assassinat également, comme la fraude, voilà. Donc c'est vraiment le Wild West, vraiment étendu, l'Ouest sauvage. Et c'est un homme qui doit faire très attention. Et donc je pense que ceux qui en veulent à sa politique sont prêts à aller jusqu'au bout, parce que imaginez, il veut, comme je le disais tout à l'heure, renverser la table. S'il va jusqu'au bout, s'il dévoile, comme lui demande Robert Kennedy Jr., les affaires, si on découvre qui a vraiment tué Kennedy, s'il rentre dans les arrangements entre Fauci et le Big Pharma, s'il dévoile tout ça au public et que les Américains et le reste du monde se rendent compte des pratiques qui étaient menées à partir de la Maison-Blanche, à partir du Pentagone, je peux vous dire qu'il y a une partie de l'administration américaine qui va finir la vie derrière les barreaux. Et certains d'entre eux ont commis des crimes. Donc c'est la peine de mort. D'accord ? Donc ces personnes-là n'ont pas intérêt à ce que Trump aille trop loin. Donc il faut qu'il fasse attention. Et ce n'est pas forcément des tentatives d'assassinat, ça peut être une crise cardiaque, ça peut être beaucoup de choses. Donc il doit, et je peux vous garantir qu'il va avoir une garde prétorienne, parce qu'il doit faire très attention. Il est clairement l'homme à abattre pour des personnes qui ont fait des choses extrêmement mauvaises au nom des États-Unis, chez eux et dans le reste du monde. Je vous propose tout de suite qu'on écoute un extrait du discours de Donald Trump lors de sa victoire. Il évoque justement, vous en avez parlé, Robert Kennedy Jr. et bien sûr Elon Musk. Je veux remercier Robert F. Kennedy Jr. aussi. Il va participer à rendre sa santé à l'Amérique. C'est un mec super et nous allons lui laisser faire ce qu'il doit faire. Je lui ai juste dit, moi je m'occupe du pétrole, c'est de l'or liquide, on en a plus que tous les autres dans le monde, plus que la Russie, plus que l'Arabie Saoudite. Donc je m'occupe du pétrole et toi tu t'occupes du reste. Il y a une nouvelle star, Elon. Il a sauvé de nombreuses vies, c'est un vrai génie. Il faut protéger nos génies, nous n'en avons pas tant que ça. Il faut protéger les super génies que nous avons. Alors à quoi s'attendre avec des personnalités comme ça ?
Non mais c'est quand même c'est extraordinaire. Je veux dire, C'est pied de nez. Oui, non mais cette manière très très chaleureuse, très voilà, il le dit quoi. Bon, et c'est pas ces deux personnalités, c'est pas n'importe qui quand même. Bobby Kennedy, hein, le fils de le neveu de bon, c'est quelle histoire tragique familiale et quel homme courageux parce que il est passé du camp démocrate chez Trump, lui, premièrement. Deuxièmement, sur les questions internationales, on peut dire qu'il parle vrai. Hein. C'est sur l'Ukraine notamment, sur tout. Enfin, il a dénoncé un nombre de grands mensonges aussi considérables. Et je pense qu'il a beaucoup contribué à faire ouvrir les yeux de Donald Trump, y compris sur ces sujets qui vont être très très importants pour nous, Européens, pour notre sécurité. Et puis Elon Musk, Elon Musk, ouais, là il a donné plus qu'une pichenette à cette victoire. Oui, il a beaucoup contribué, ne serait-ce que financièrement déjà à la campagne. Oui, bien sûr, financièrement, mais sur la question de la liberté d'expression, sur l'idée aussi notamment. De je vais être monsieur, je coupe les coups. Je coupe les, voilà, je nettoie un peu, ouais, Koskiller, voilà, c'est ça. Donc il s'est quand même entouré de gens qui sont soit des symboles historiques, voilà, comme un Kennedy qui passe de son côté, soit effectivement un génie, c'est juste un génie. Oui, Elon Musk est un génie, absolument. Et effectivement, il n'y en a pas tant que ça aux États-Unis ou ailleurs. Oui, d'ailleurs, il n'y en a pas non plus des tonnes partout. Gérald Olivier. Oui, les démocrates ne se plaignent jamais quand les milliardaires contribuent à leur campagne. Bien sûr. Parce que côté démocrate, Bill Gates a donné énormément d'argent, Michael Bloomberg a donné 50 millions, en 2020, Mark Zuckerberg avait donné 400 millions à la campagne de Joe Biden. Donc là, Elon Musk a donné 150 ou 200 millions avec de différentes façons d'ailleurs. Il y a Bezos qui est passé mais ils ne aussi. se plaignent jamais d'avoir des milliardaires qui les soutiennent. Républicain. Par contre, ce qui est formidable, moi, ce qui me frappe dans ce discours, c'est la facilité avec laquelle Donald Trump étale ses divergences avec Robert Kennedy Jr. Il lui dit on n'est pas d'accord sur l'énergie, on n'est pas d'accord sur le pétrole, mais le pétrole, ce sera moi qui m'en occuperai, lui va s'occuper de la santé. Et cette capacité qu'il a de travailler avec des gens sur lesquels il n'a pas besoin d'être d'accord sur tout, c'est super important. Parce que ça a été pendant longtemps la philosophie du Parti républicain. Et c'est là où on voit qu'il est capable d'élargir la base. Le Parti républicain avait pendant longtemps une définition de la grande tente, une tente TENT, tente de camping. Une tente dans laquelle tout le monde se rassemble et à partir du moment où on est d'accord sur l'essentiel, on peut ne pas être d'accord sur les détails à la marge. Et c'est exactement comme ça qu'il a l'intention de fonctionner. Donc le rôle de Robert Kennedy Jr., il va être très très important. C'est quelqu'un qui est opposé à Big Pharma, comme on le dit. La santé des Américains, on sait qu'elle est déplorable en dépit de leur niveau de vie. C'est là où il y a un grand paradoxe aux États-Unis. C'est le pays le plus riche et c'est le pays le plus malade en même temps. Ça, c'est pas normal. De l'espérance de vie, vous le disiez tout à l'heure. Oui, et le fentanyl. 40% des États-Unis, des Américains qui sont obèses. Oui, et puis c'est l'emprise de la drogue aussi. Hein. 300 000 morts par fentanyl tous les ans, par overdose. Enfin, c'est pas vraiment de la drogue, c'est un médicament et ça a été favorisé par le cabinet McKinsey, hein, si je peux me permettre. Oui, enfin, moi je l'appelle une drogue. Et c'est un désastre, surtout. Donc, ce qui est important, voilà, sa capacité à travailler avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec lui, surtout, et puis à s'attaquer à des dossiers puissants. Parce que Big Pharma, ce sont des capitaux, c'est de l'influence, et c'est en effet, d'une certaine partie, une autre partie de ce qu'on appelle l'état profond aussi. Ah oui. Mais alors, justement, Nicolas Mirkovic, est-ce qu'on a l'impression que si Robert Kennedy décide de prendre à bras-le-corps ce sujet de justice sanitaire, j'allais dire, est-ce que, par exemple, un Anthony Fauci peut risquer quelque chose ? Normalement, oui. On va voir, en tout cas. Je pense que ce que demandent les Américains, et la raison pour laquelle ils ont voté pour Donald Trump, c'est qu'ils veulent de la vérité, en opposition justement de ces campagnes de mensonges. Donc, on juge un arbre à son fruit. Trump a 2 ans pour faire ses preuves. Il ne pourra pas se représenter une troisième fois au bout des 4 ans. Il a 2 ans à cause des midterms, comme on le disait il y a quelques instants. Donc il a 2 ans pour faire ses preuves. Il doit aller très vite. Le premier mandat, il était naïf. Il n'a pas compris comment marchait le système. Personne, il était mal entouré. Là, il a une équipe de rêve. Je vais garder le terme français. Il a une équipe de rêve autour de lui pour mettre en place différents programmes et pour assainir l'administration, pour assainir la scène politique américaine.
Fauci est accusé par de nombreuses personnes d'avoir fait des malversations, d'avoir couché avec le Big Pharma, d'avoir menti aux Américains. Si c'est vrai, en tout cas, Kennedy, il a dit, il va se donner les moyens pour savoir si c'est vrai ou pas. Et si c'est vrai, Fauci devrait être... Fauci et ceux qui ont collaboré avec lui ou qui ont menti aux Américains, eh bien, vont être jugés. Et je pense que c'est ça ce que veulent les États-Unis. Et vous savez, Trump a déjà fait plusieurs... Il n'est pas en train de fêter sa victoire, là. Il est déjà en train de travailler. Et là, il a déjà dit, on va rentrer tout de suite dans toutes les administrations pour lutter contre l'ennemi interne. Il est obligé de faire ça. Sinon, s'il prend son temps, s'il ne s'attaque pas aux personnes qui font partie de ce modèle impérial, du mondialisme, il va avoir des bâtons dans les roues. Et il va avoir des personnes qui ne vont cesser de se servir des médias contre lui, qui vont dire qu'il est en collusion avec la Russie, qu'il ne défend pas les intérêts des Américains, etc. Donc il doit lutter contre ça. S'il ne désamorce pas la bombe interne de l'administration américaine et de ses relations, néfastes avec le monde, avec la haute finance, eh bien, il ne pourra pas y arriver. Donc il va aller très vite. Et je pense que Kennedy, lui, il n'est pas venu pour un Marocain. Il n'est pas venu juste pour dire, voilà, je suis arrivé... Lui, il a dit, ça fait 20 ans que je me bats pour que l'Amérique mange sainement, pour qu'il y ait de la vérité. Et j'ai dit, mon rêve a été exaucé quand Trump m'a appelé. On a deux hommes qui sont à la fin de leur carrière politique et je pense qu'ils veulent marquer l'histoire des États-Unis. Et donc, normalement, ils doivent aller jusqu'au bout. Et on va voir ça dans les premières semaines du gouvernement que Trump va mettre en place. Gérald Olivier, rapidement, on passe après à la politique étrangère. Je suis d'accord, mais je mettrais juste un petit bémol. C'est-à-dire, cette tâche-là, je pense qu'il doit la déléguer au Congrès. Ce sont les commissions parlementaires qui vont faire le travail. Et puis, deux, il a un écueil qu'il doit éviter, c'est que son mandat tourne au règlement de compte. Parce que malgré tout, les médias n'ont pas changé d'allégeance. Il faut bien comprendre qu'à partir de maintenant, tout ce que Trump va faire va être retenu contre lui et le procès aura lieu dans les médias. Donc Fauci, pour parler de lui, il a des responsabilités. Maintenant, c'est pas lui qui est le plus important. C'est le fruit de l'arbre, mais il y a un arbre derrière. Et donc, en effet, ce qui va être important, c'est de nettoyer les administrations pour faire en sorte qu'elles soient au service des Américains et non plus simplement au service des partis, d'un parti, aux dépens des Américains. Donc, c'est bien plus un nettoyage en profondeur, avoir des gens que les Américains connaissent. Et Fauci, c'est un visage que les Américains connaissent. Certains le détestent, mais d'autres, je dirais d'une certaine façon, non pas l'adorent, mais le respectent. Donc, je pense que lui, puis en plus, il est relativement âgé, il sera peut-être sanctionné, mais je ne le vois pas finir en prison, d'une certaine façon. Par contre, le système... Le désaveu, c'est aussi important, comme il avait une place capitale. Le système qu'il a protégé, c'est ce qui est plus important. On va passer à présent à la politique étrangère. David Lane, une question. Les États-Unis, on l'a dit tout à l'heure, sont un peu considérés comme le gendarme du monde. Pour vous, quelle importance a eu la gestion du conflit, aussi bien en Ukraine qu'au Proche-Orient, dans l'électorat américain pour voter à ces présidentielles ? Je pense que concernant par exemple le conflit au Proche-Orient, ça a pu avoir une influence assez importante parce que j'ai vu ce matin avant de venir que un candidat républicain a repris un siège de sénateur, un des deux sièges, il y a deux sièges de sénateurs par État, de sénateurs fédéraux, en Pennsylvanie, et que lui s'était engagé fortement aux côtés d'Israël. J'ai vu aussi qu'à New York, pour la première fois depuis très longtemps, les électeurs juifs de l'État de New York ont voté très, très massivement, enfin beaucoup plus qu'auparavant, pas en majorité, mais beaucoup plus qu'auparavant pour Donald Trump, pour les républicains, 40% me semble-t-il, ce qui est beaucoup plus qu'en 2020, presque le double. Donc le conflit au Proche-Orient a eu un effet positif pour Trump. Disons, sa position sur le conflit au Proche-Orient lui a valu de monter assez nettement dans les voix qu'il a reçues venant de la communauté juive aux États-Unis. Et donc, de ce point de vue, ça a été positif pour ces voix. Il a réussi à conquérir plus d'électeurs juifs. Quelle est la position de Donald Trump, justement, sur cette question ? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, elle s'est beaucoup définie par rapport à celle de Kamala, qui était profondément confuse. Oui. Parce qu'elle, elle a voulu jouer sur tous les tableaux, et donc elle s'est retrouvée dans une espèce de truc tout mou. Elle était un peu contrainte intrinsèquement par le Parti démocrate. Oui, mais elle n'a pas su... À force de vouloir plaire à tout le monde, vous ne plaisez à personne. À personne, voilà. Et ben voilà. Donc c'est tout à fait dit. Donc c'était très mou, et donc lui, simplement, parce qu'il a dit,
il a dit beaucoup de choses pendant la campagne qui n'ont peut-être pas toutes été écoutées et entendues par le peuple américain également. Mais il a dit, bien sûr, il a dit à un moment donné, le Parti démocrate, enfin Kamala Harris ne soutient pas Israël, c'est un scandale, etc. C'est vraiment le parti qui abandonne Israël. Bon. Mais il a aussi dit, faut lever les sanctions contre l'Iran et la Russie, parce que tout ça, ça ne sert à rien, ça affaiblit le dollar, il va falloir trouver des solutions différentes. Donc il a, et je pense que s'il veut que l'Amérique revienne au Moyen-Orient, parce qu'elle a quand même perdu énormément d'influence et de position, et de poids, en fait, parce qu'il y a une autre dynamique, il y a une autre logique maintenant, et qu'il y a des États très importants comme l'Arabie Saoudite qui ont des positions qui basculent aussi d'une certaine manière, ou en tout cas qui ne sont plus complètement alignés sur la volonté américaine. L'Arabie Saoudite qui a rejoint les BRICS. Donc, qui a rejoint les BRICS, qui discute avec l'Iran, qui va faire des manœuvres communes. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ont changé tout de même. Et donc, il faut que Trump en tienne compte. Et donc, il faut que sa politique de soutien, évidemment, à l'État d'Israël, prenne d'autres voies et d'autres moyens, parce que sinon, ça ne va pas forcément se passer comme il le souhaite. Et je pense d'ailleurs que c'est la grande question sur l'Ukraine comme sur le Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'on appelle aider Israël? Qu'est-ce qu'on appelle aider l'Ukraine? Alors justement, Nicolas Mirkovic, pour vous... C'est des questions auxquelles personne ne répond, mais c'est les vraies questions. Nicolas Mirkovic, justement, sur la question israélienne, peut-être, pour vous, que va faire Donald Trump? Donald Trump a aussi dit, dans tout ce qu'il a dit, je veux la paix à Gaza. Vous voyez? Donc c'est un homme de paix. Il s'est positionné comme un homme de paix. Et historiquement, Donald Trump est un des seuls présidents de l'histoire des États-Unis qui ont mené plus de 500 guerres, conflits à l'étranger depuis 1776. Il est un des seuls à ne pas avoir enclenché de nouvelles guerres. Il s'est positionné en homme de paix. Et moi, j'ai trouvé qu'à travers toute cette campagne, il a parlé, il a essayé de parler à sa façon bien particulière, mais comme un vieux sage, comme un grand-père, comme un père de famille. Et il parle de paix. Il a pris le mot paix au camp démocrate. C'est quand même assez incroyable. Il y a vraiment une inversion des pôles politiques aux États-Unis. Il y a plein de sujets qu'on pourrait évoquer autour de cela. Il veut la paix pour deux raisons. D'abord parce que je pense qu'il le veut, franchement. Voir des êtres mourir, c'est quelque chose qui lui est pas agréable. Il sera chef d'État, il sera peut-être amené à le faire, mais je pense que c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas. Et les États-Unis n'ont plus les moyens du big stick, du grand bâton qu'avait employé Roosevelt au début du XXe siècle et que les États-Unis appliquent depuis tant d'années. Les États-Unis ont perdu en Syrie. Les États-Unis sont en train de reculer en Ukraine. La politique des États-Unis au Moyen-Orient, où ils ont stipendié beaucoup de cheikhs, beaucoup d'émirs, et où ils sont omniprésents, ils financent Israël, eh bien, ne fonctionne plus. C'est la guerre, ce sont les clivages, et c'est la Chine qui vient et qui trouve une paix, enfin qui met l'Arabie Saoudite et l'Iran autour de la table pour la paix. Les États-Unis sont sont un empire sur le déclin, donc il n'a plus les moyens. Donc vous avez un homme d'État qui vient d'arriver, qui veut la paix, qui le met en avant, qui n'a plus les moyens de faire la guerre. Il ne peut pas juste arriver derrière Netanyahou en disant voilà quelques bombes nucléaires, vous allez régler le problème en quelques secondes, et on se débarrasse de tous vos soucis. Ça ne marchera pas comme ça. Donc, s'il veut en plus utiliser les fonds des collecteurs d'impôts américains pour réparer les routes américaines, pour investir dans la santé, pour investir dans les universités, pour laisser les Américains prospérer et vivre, eh bien, il doit récupérer des fonds. Donc, il va falloir qu'il négocie, et il arrive dans un monde où il est moins puissant qu'auparavant. Il va falloir qu'il négocie et chacun devra faire des concessions. Il ne peut pas arriver en faiseur de roi, d'accord? Parce qu'il y a des endroits où très clairement les Américains n'ont plus la main. Donc il va falloir qu'il négocie parce qu'il va dire ça m'intéresse, ça m'intéresse moins. Et il va arriver, comme le font tous les responsables de politique à ce niveau-là, c'est un secteur où il n'est pas mauvais, il va être obligé de négocier. Gérald Olivier. Sur un plan tout petit peu plus trivial, je pense que Donald Trump rêverait d'obliger les Nobel à lui donner le prix Nobel de la paix. Parce que c'est ce que Obama avait eu dès 2009 pour un discours au Caire, alors que le pays était encore engagé dans 2 guerres en Irak et en Afghanistan à l'époque. Sur un plan personnel, Donald Trump est toujours jaloux d'Obama, parce que là, on fait de la politique et on fait de la géopolitique, mais il y a aussi des petites histoires de jalousie. On pourrait considérer que Donald Trump a décidé qu'il allait se présenter
à la présidentielle américaine lors d'un dîner de 2011 où il avait été la tête de Turc et c'est Obama qui menait la danse. Et ça l'avait marqué et il a pris sa revanche. Et là, on est dans l'acte 2 de sa revanche et l'acte définitif parce qu'il n'y aura pas d'acte 3, quel que soit ce que certains veulent laisser entendre. Il n'y aura pas d'acte 3. Demande à chacun. Il a gagné, il a été réélu, il est très heureux, il a fait ce qu'il voulait faire. Maintenant, il va se mettre au travail. Mais la chose qu'il n'a pas et que Obama a eu, c'est ce fameux prix Nobel de la paix. Il aurait beaucoup aimé l'avoir à cause des accords d'Abraham. Et il n'était pas question que les Nobel lui le donnent, puisque c'est pas du tout. Il ne représente pas ce que eux considèrent comme un idéal pacifique. Mais réaliser justement au Proche-Orient une paix durable pour rendre ce prix incontournable pour lui, je peux vous garantir qu'il en serait sur le plan personnel extrêmement satisfait. Si je peux apporter une précision quand même à ce que disait monsieur auparavant, c'est tout à fait exact que Trump veut faire la paix et qu'il l'a montré pendant ces 4 premières années. Mais par contre, les États-Unis, quand Trump était président, étaient redevenus de très loin la première puissance militaire puisqu'il avait développé massivement le budget militaire et il a déjà dit que son but est de nouveau d'augmenter massivement le budget militaire des États-Unis parce que c'est la fameuse maxime latine, si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Si tu es très puissant, tu n'auras normalement pas besoin de faire la guerre parce que les gens vont te respecter. Et de cette façon, Trump avait pu imposer la paix, il avait pu calmer le dictateur nord-coréen, par exemple, en répliquant dans les médias très vivement. À l'époque, il avait été accusé d'être un va-t-en-guerre, alors qu'en réalité, il disait au dictateur nord-coréen d'arrêter de provoquer le monde, et ça a fonctionné. Et face à l'Iran, il avait imposé des très grandes sanctions, il a déjà dit qu'il allait remettre des sanctions très importantes contre l'Iran, mais des sanctions économiques, parce qu'en fait, pour paraphraser Bismarck, Trump dit en gros, l'économie, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Et contre les ennemis des États-Unis, il a utilisé très souvent l'arme économique en mettant des sanctions très fortes contre l'Iran, même contre la Chine, en lui disant, si tu achètes du pétrole iranien, puisque la Chine était le dernier pays à acheter le pétrole iranien, qui c'était la seule source de financement de l'Iran quand il y avait ces sanctions, j'augmenterai les tarifs de douane sur les produits chinois. Donc il a utilisé des méthodes pacifiques, économiques, diplomatiques, mais aussi renforcées par le fait qu'il a développé de façon très importante le budget militaire américain. Donc il a redonné une très grande puissance à l'armée américaine. Et de cette façon, il a pu finalement avoir un mandat pacifique. Enfin, l'armée américaine aujourd'hui n'est plus du tout ce qu'elle était il y a même encore 10 ans. Donc, non mais c'est-à-dire... diminuer la puissance américaine. Elle est frappée par les mêmes mots que la société. Oui, ça c'est certain. Mais il y a énormément de l'obésité. De l'obésité et du wokisme. Non, mais c'est surtout que... Enfin, on l'a vu en Ukraine, là. Je veux dire, il y a quand même un problème léger, mais tout de même, d'arsenaux qui ne sont pas capables juste de fournir quelques millions de buts à un pays étranger. Ils sont obligés d'aller chercher partout, en Corée du Sud, partout. Bon, donc on a des vrais problèmes. Même la marine américaine, qui était soi-disant le fleuron de l'armée tout entière des armées américaines, est elle-même en difficulté si on regarde par le menu les bâtiments, leur état, leur machin, leur armement en hommes, etc., etc. Il y a des problèmes de recrutement, il y a des problèmes de toute nature. Donc ça, c'est un vrai sujet, effectivement, et Trump aura à cœur, et il a raison, de conforter de remettre aussi l'outil militaire en ordre de marche. Et ça, l'Ukraine a montré les limites de ça. Pour remettre en perspective, quand même, chaque État aux États-Unis a une garde nationale, et par exemple, la garde nationale du Texas a une force aérienne qui est plus importante que, par exemple, l'armée de l'air française. Donc ça montre quand même que, même si vous avez raison, tout à fait raison, les États-Unis ont un peu périclité sous Biden surtout et sous Obama. Quand Trump a redéveloppé la puissance américaine en créant aussi la Space Force, par exemple, l'armée américaine n'est quand même pas quelque chose à négliger. Hein. Ils sont quand même une puissance. Ils n'ont pas encore les armes hypersoniques. Enfin, ils font des essais, etc. Mais enfin, ils ne sont pas du tout en capacité de faire ne serait-ce que ce que font les Russes, qui ont un budget 10 fois moindre. Voilà. Alors justement, ce que je vous propose, c'est de parler d'Ukraine, puisque Donald Trump en a parlé très tôt dans la campagne, et je vous propose d'écouter tout de suite ce qu'il avait dit il y a près d'un an.
Par sa faiblesse et son incompétence, Joe Biden nous a conduits au bord de la Troisième Guerre mondiale. Nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale, au cas où quelqu'un ne le saurait pas. En tant que président, je ramènerai la paix de force, la paix de force. La guerre n'aurait jamais éclaté. Si j'étais président, il n'y aurait pas de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il n'y aurait aucune chance que cela se produise et on s'en serait réjoui parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et même maintenant, avec les énormes pertes, les vies humaines, la destruction d'une grande partie de ce pays, je négocierai un accord de paix en 24 heures. On peut faire la paix, on peut trouver un accord ensemble en 24 heures. Alors Nicolas Mirkovic, est-ce que vous croyez en ces déclarations de Donald Trump? Est-ce que c'est tout simplement faisable? Alors 24 heures, non. Ça, c'est sûr et certain que non. Il exagère un peu. Mais il a la volonté. De toute manière, les États-Unis ne peuvent plus. Leur tentative de renversement du pouvoir en Ukraine est un échec. C'est-à-dire que les États-Unis, qui sont derrière des révolutions de couleur dans le monde entier, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis longtemps, ont changé le pouvoir en Ukraine illégalement. Ils ont mis à la place une marionnette. Ils ont envoyé Joe Biden, qui était vice-président des États-Unis à l'époque, plusieurs fois. Biden en a profité pour mettre son propre fils, qui connaissait rien du tout aux hydrocarbures, à la tête, enfin dans le conseil d'administration d'une des plus grandes entreprises locales. Burisma. Burisma. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une guerre civile entre Ukrainiens, dont on ne parle pas. Et vous avez en effet, comme Trump l'a très bien dit, ce risque d'une guerre de la Troisième Guerre mondiale. Les Américains ont renversé un régime, ils ont joué avec le feu sur la frontière d'un pays qui dispose de la puissance nucléaire. Enfin, il faut être quand même un peu vraiment fou pour faire ça. Donc là, ils ont rencontré une limite, il y a plus d'1 million de morts, le système ne fonctionne plus, et ça a montré les limites. Et il y a deux limites. La limite à l'ingérence américaine dans le monde, qui est complètement illégale par l'ONU, ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc on a vu cette limite-là. Et la deuxième limite, pour revenir au sujet précédent, militaire. Malgré les satellites, malgré l'aide, malgré des conseillers américains qui sont sur place depuis 10 ans, les États-Unis, l'OTAN et l'Ukraine n'arrivent pas à faire reculer l'armée russe. Ça en dit long sur les capacités de combat, et je parlais il y a encore quelques instants des défaites similaires en Syrie. Donc, Donald Trump le sait, parce qu'il parle avec des militaires de très haut placés du Pentagone, qui lui disent « Regardez, voici les rapports, ça ne marche pas, ils ont des satellites, ils arrivent à brouiller nos ondes, ils arrivent à lutter contre les HIMARS, qui sont l'arme de pointe de l'armée américaine, entre autres, dans ce type de combat d'infanterie. » Eh bien, Trump le sait. Et donc, il va dire il faut qu'on négocie la paix pour deux raisons. D'abord, parce que je pense qu'il est un homme de paix, puis deuxièmement, parce que les Américains sont en train de perdre. Donc, et il va falloir qu'il trouve une solution. Et je pense qu'il n'a pas intérêt. Donc, déjà, les Américains ont poussé la Russie dans les bras de la Chine et de l'Asie. Je ne pense pas qu'il va pouvoir revenir en arrière, contrairement à ce qu'a dit Pompeo il y a quelques semaines. Mais là, les États-Unis, il va falloir qu'ils négocient parce qu'il faut qu'ils retiennent, il faut qu'ils récupèrent l'argent qui a été investi pour l'investir aux États-Unis. N'oubliez pas la dette américaine, 35 000 milliards de dollars de dette publique, un budget qui est déficitaire. Comment est-ce qu'on peut engager l'argent des Américains qui ont faim, qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à se soigner, dans une guerre où on est en train de perdre? Donc je pense qu'il a la volonté, et je pense, comme on disait tout à l'heure, qu'il va vouloir négocier. Ça va pas, il ne va pas faire coup par coup. Je pense qu'il va se retrouver avec Poutine. Déjà, contrairement à Biden et son administration, il va remettre la diplomatie à l'ordre du jour. Ils vont discuter. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? C'est comme ça que fonctionnent les grandes puissances. Et je pense que l'Ukraine, qui est une tache noire sur le tableau de chasse des États-Unis, comme l'ont été le Vietnam, la Corée, l'Afghanistan, l'Irak, il va fermer ce chapitre et il a intérêt à le faire parce que c'est sa campagne. Donc il a dit qu'il allait le faire en 24 heures. Si au bout de 24 mois il ne le fait pas, les Américains vont dire voilà, vous n'avez pas tenu vos promesses. Peut-être un petit point, c'est quoi les relations de Trump et de l'OTAN? Ça, ce sera, je dirais, le résultat de la négociation en Ukraine. Parce qu'il est évident que l'OTAN sera sur la table, d'abord parce que c'était le souci de Poutine. Après, moi, je ne suis pas totalement d'accord sur l'analyse militaire de la situation, parce que si vous vous souvenez de ce qui s'est passé juste après le 24 février 2022, l'entrée des troupes russes, Joe Biden a proposé d'évacuer Zelensky. Il lui a dit, nous, on vous emmène ailleurs, parce que cette guerre, elle est perdue pour vous. Et Zelensky a dit, non, moi, je reste. Et Biden n'avait même pas confiance dans son propre appareil militaire pour résister à la Russie. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas engager une guerre. Et puis, il s'est en fait aperçu d'une chose. Les Américains sont peut-être en train de perdre la guerre, ou les Ukrainiens, mais ils ont surtout, depuis 2 ans, empêché Poutine de la gagner. Ce qui est une autre chose.
Parce que malgré tout, dans cette histoire, l'agresseur, celui qui a décidé de franchir le Rubicon, c'était Poutine à l'époque, et ce qui a été, à mon avis, une erreur stratégique. Par contre, et pour revenir au sujet des sanctions et au sujet de l'intérêt de la paix, Donald Trump, c'est aussi un homme d'affaires. Et lui, ce qu'il veut, c'est avoir une planète où les entreprises américaines puissent également prospérer. Il rêverait que les entreprises américaines aillent en effet réinvestir en Ukraine, parce qu'il faudra bien à un moment reconstruire le pays, travailler de manière beaucoup plus, je dirais, amicale avec Poutine. Même si on est un rival ou un adversaire idéologique, ça n'empêche pas de pouvoir faire des affaires ensemble. Souvenez-vous, avant qu'il soit président, il rêvait de construire une Trump Tower à Moscou. Bon, peut-être que ça peut revenir sur la table. On ne sait jamais. Donc, pour ce qui est de l'OTAN, il y a une chose qui est sûre, c'est que les pays européens, la Pologne, les pays baltes, ne veulent pas d'une défense européenne. Ils ne font pas confiance à l'Allemagne ou à la France pour les protéger, et eux demanderont le maintien d'un parapluie américain. Et Donald Trump sera très satisfait de fournir ce parapluie parce que ça profite à l'industrie militaire américaine. Donc l'OTAN va perdurer, on verra dans quelles conditions, avec quelles règles ils réussiront à s'entendre, parce que la question de fond, elle est là. L'Ukraine est un pays qui compte pour Poutine parce que c'est un pays tampon. Et à partir de là, il y avait une règle qu'il estimait, lui, être inacceptable, c'est d'avoir l'OTAN à sa frontière. On verra comment ils arrivent à gérer cela, mais l'OTAN ne va pas disparaître. Par contre, la définition de l'OTAN, la fonction de l'OTAN, la situation de l'Ukraine vis-à-vis de l'OTAN, tout ça, ça fera partie des négociations. Mais ce que Trump veut faire, c'est pouvoir s'entendre avec Poutine, parce qu'il y a beaucoup plus à gagner à rétablir une relation, je dirais, opérationnelle, qu'à être dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Les sanctions contre la Russie ne pénalisent pas la Russie, elles pénalisent les industries européennes et américaines. Elles sont idiotes. David Lel. Une précision sur les relations entre Trump et la Russie et au sujet de l'Ukraine. En général, les gens oublient que Trump a quand même eu, quand il était président, une politique fermement anti-russe. Parce qu'en juillet 2017, il a fait un discours à Varsovie qui était suivi par 200 000 personnes. Excellent discours. Voilà, remarquable discours dans lequel il disait les États-Unis seront toujours les défenseurs de la civilisation occidentale. Il disait bien à l'Allemagne, n'acceptez pas la construction du pipeline Nord Stream 2 parce que vous serez dépendant du pétrole russe. Si jamais il y a un problème avec la Russie, vous ne pourrez plus vous y opposer politiquement. Il disait que les États-Unis protégeraient toujours, il le dit clairement dans son discours, l'Europe contre la Russie. Donc prétendre ensuite qu'il était coupable de collusion avec la Russie, alors que ses déclarations étaient explicitement allées dans le sens inverse, c'est un peu exagéré. Et puis quand Zelensky a été élu président, alors là je suis un peu opposé à ce qu'a dit monsieur, il a quand même été élu avec plus de 70% des voix. Sur un plan de paix. Oui, voilà. Sur la paix avec la Russie. Oui, mais donc, il s'est retourné comme une crêpe. Donc en 2019, Trump a en fait envoyé 3000 missiles anti-tank Javelin, qui sont des missiles qui ont permis à l'Ukraine de briser, disons, la première vague d'assaut russe. Quand on a vu les énormes colonnes de transport de troupes et de tanks russes, ces missiles anti-tank Javelin, qui sont très efficaces, ont permis de briser cette vague d'assaut. Donc il a quand même eu une politique qui était plutôt pro-ukrainienne, dans le sens défensif, pas offensif. J'ai une question bête d'ailleurs, Caroline Galacteros. D'où venaient les armes qui servaient à Kiev à frapper le Donbass, par exemple ? C'est une excellente question. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du coup d'État de 2014, de Maïdan, la fameuse révolution de Maïdan, n'est-ce pas, l'OTAN s'est mis en état de former l'armée ukrainienne, de la préparer à l'affrontement. Oui, l'OTAN. Non, mais quand je dis l'OTAN... Ah oui, l'OTAN, d'accord. Quand vous dites l'OTAN... pour vous, l'OTAN, c'est des USA. Ah oui, pour moi, l'OTAN, c'est clairement la direction américaine et les autres qui obéissent. C'était les... C'est la base. Des Américains. Non, c'est la base, c'est la base, c'est la base. Ça sert à ça. Bon, ça sert à ça, l'OTAN. Bon. Donc, bah oui, mais non, mais parce que alors, si on croit que l'OTAN est une organisation où chacun a son mot à dire... Pas les Polonais ni les Français, c'était les Américains. Ouais, c'était les Américains. Ben, c'est les Américains qui dirigent. Non, mais si, un certain nombre de pays, de forces spéciales. Emmanuel Macron l'a inauguré il n'y a pas très longtemps. Tous ces gens-là à l'OTAN étaient chargés de créer une armée ukrainienne susceptible d'aller au choc avec la Russie. Pas de se défendre, d'aller au choc. Parce que ce qu'on oublie toujours de dire, c'est que le 24 février 2022,
la Russie est entrée, mais il y avait déjà une offensive qui avait commencé 8 jours avant, dont personne ne parle naturellement, qui était celle des forces ukrainiennes qui étaient reparties à l'assaut du Donbass. Eh oui, le 16. Si je peux me permettre, Caroline Galacteros, quand vous parlez des formations des militaires ukrainiens, ça va tout à fait dans le sens de ce qu'a dit Angela Merkel. Mais oui, mais bien sûr. Donc Minsk, effectivement, était un espèce de retardateur cosmétique, machin, et Poutine a été assez naïf pour y croire. Je ne pense pas très longtemps, mais il y a cru au début. Voilà, tout était fait pour aller à ce choc, puisque l'OTAN, et donc les États-Unis, et de ce point de vue-là, Trump, comme les autres, ne fait que porter une politique qui est très ancienne, qui est une politique d'élargissement de l'Alliance, qui a commencé mais dès la chute de l'URSS. Bon, donc, et moi, je l'ai vu concrètement, cette politique. Donc, il faut toujours avancer. Donc, on dit « not an inch further ». On va pas avancer d'un pouce, mais en fait, on fait que ça. Hein. Et officiellement, depuis 1999, Poutine, à partir de 2007, il dit vraiment les choses clairement. L'Ukraine, c'est la ligne rouge. Des stratèges américains, des géopolitologues américains disent attention, attention. Même Kissinger, même Brzezinski, tous, ils l'ont tous dit. L'Ukraine, c'est vraiment là, il ne faut pas aller là. Là, il ne faut pas aller là. On n'y va pas. Voilà, c'est le tampon, effectivement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tout pour y aller. Bon, au point, effectivement, de mettre un gouvernement à notre main, enfin, ça a été décidé, tout ça est sorti maintenant. Nuland, tout ce qu'elle a fait, le casting complet du gouvernement Poroshenko, les déclarations, le début de la guerre dans le Donbass, tout ça a été très très largement provoqué. C'est pour ça que quand on entend les Américains, et notamment les démocrates et les Blinken et compagnie, qui depuis des années racontent, depuis 22, disent « It's a non-provoked aggression, war of aggression from Russia », c'est quand même, c'est ahurissant. Je veux dire, s'il y a bien un truc qui a été provoqué, c'est ça. Après que Poutine ait peut-être pris une mauvaise décision en entrant, mais avait-il le choix, puisque l'offensive arrivait? Il fallait bien faire quelque chose. À partir du 8-9, ça a commencé à se voir. Et à partir du 16, ça a été lancé. Et à partir du 24, il a répliqué. Donc on est dans quelque chose de lourd. Alors moi, je pense comme vous, effectivement, que l'OTAN est très très loin d'être morte, mais alors très très loin. Je pense qu'au contraire, tout ce qui est envisagé depuis déjà des années, d'ailleurs, depuis avant l'Ukraine, c'est d'élargir encore le spectre de ces interventions possibles, y compris jusqu'en Asie. Donc l'Amérique ne risque pas de se priver de cet instrument, non seulement de contrôle stratégique et militaire sur l'Europe et sur ce que font les armées européennes, et aussi d'agence de commande d'armement américain. C'est quand même un supermarché, hein, voilà. Donc ça va pas se finir. Et puis on va essayer, au contraire, de pouvoir envoyer l'OTAN partout au maximum. Donc Trump, il a intérêt à tenir ça. Après, il va faire en sorte qu'on paye plus. Et il l'a déjà dit sur l'Ukraine, puisqu'il a parlé dans le cadre de ces fameuses négociations alors là, à mon avis, ça va être très compliqué, mais enfin, d'une zone démilitarisée entre l'actuelle ligne de front et éventuellement ce qui reste de l'Ukraine. Bon, on ne sait pas qui va être là, qui va faire quoi, etc. Mais ce qui est certain... Oui, mais alors c'est fini le Donbass, c'est fini, c'est terminé. C'est ce qu'une conseillère en politique étrangère de Trump a tout récemment annoncé. Oui, mais c'est pas une négociation, ça ne sera pas. Ce qu'elle a annoncé, c'est qu'il proposerait une zone de démilitarisée. Ça peut être une base de négociation, ça permettra d'avoir une marge de recul. Voilà. Mais... on peut dire aussi que si Poutine reste très ferme, Trump va dans ce cas-là se mettre à soutenir plus clairement l'Ukraine. C'est une analyse qu'on peut avoir. Si je puis me permettre. Parce qu'actuellement, ils n'ont rien déployé là-bas. Ce n'est pas les États-Unis qui sont en Ukraine, quand même. Nicolas si je puis me permettre, les Américains n'ont plus les moyens. C'est ce qu'ils faisaient avant, c'est ce qu'ils ont fait depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ces guerres, ces ingérences. Ils ne sont pas l'armée la plus puissante du monde aujourd'hui. Ils ont beaucoup de moyens. Vous savez, un tank américain peut coûter 3, 4, 5 fois le tank chinois ou russe. Donc vous pouvez avoir 1 000 milliards de dollars, c'est le budget américain. Si on prend tous les fonds officiels et inofficiels, eh bien, si vous avez d'autres pays qui font des armes hypersoniques, qui font des tanks qui sont beaucoup plus efficaces et moins chers, les Américains ne peuvent plus aller faire la guerre comme ils le veulent dans le monde. Et Trump le sait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Juste pour mettre cela en perspective, que c'est important. Il y a un monde multipolaire qui est en train de naître.
dans lequel les États-Unis ne sont pas présents. Un monde qui n'utilise plus le dollar, qui est un des piliers de l'économie américaine. Un monde qui n'a plus peur de l'armée américaine, justement, en Syrie, dans le Pacifique, en Ukraine. Un monde qui est aujourd'hui en train de définir des nouvelles règles de financement, d'investissement sur des sujets culturels, sur des sujets scientifiques. Ce monde-là est en train de se faire. Il représente quasiment plus de la moitié de la planète, autour des BRICS et de leurs alliés. Les Américains ne sont pas partie prenante. J.D. Vance, avant qu'il soit le candidat officiel à la vice-présidence, a fait un discours remarquable où il dit « Regardez ce que font les Chinois. Ils sont en train de se développer en construisant des ponts, en construisant des routes, en nourrissant les pauvres. » C'est un discours de J.D. Vance. Et nous, on pense qu'on va encore y arriver avec des guerres qui détruisent les peuples et qui retournent le monde contre nous. Donc je pense que c'est ça ce qui est important, c'est que Trump et Vance connaissent la situation. Et ça, c'est la véritable photo. Il faut vraiment sortir de l'image que nos médias nous donnent du monde entier. On pense que la communauté internationale est contre tout ce qui se passe en Chine, en Russie. C'est pas vrai. Vous savez, les sanctions sont appliquées dans le monde contre la Russie aujourd'hui par des pays qui représentent 16% de la population mondiale. Et Poutine, il y a quelques semaines, a réuni à Kazan des représentants de plus de la moitié de la population mondiale. Et le secrétaire général de l'ONU est allé sur place serrer la main de Poutine. Donc il y a un monde qui change. L'enjeu pour Trump et Vance, c'est de trouver la place des États-Unis. Ils ne sont plus les faiseurs de rois. Ils ne peuvent pas décider de tout partout. Je vous interromps sur la politique internationale parce que sinon, malheureusement, on n'en finira jamais. J'aimerais qu'on écoute juste la dernière déclaration d'Emmanuel Macron juste après l'élection de Donald Trump. On va voir comment lui se sent capable d'organiser tout cela. Vous allez voir, on n'est pas déçus. Il a été élu par le peuple américain et il va défendre l'intérêt des Américains. Et c'est légitime et c'est une bonne chose. La question, c'est est-ce que nous, on est prêt à défendre l'intérêt des Européens? Et donc, ça ne doit être ni dans un transatlantisme qui serait naïf, ni dans la remise en cause de nos alliances, ni non plus dans un nationalisme étriqué qui ne nous permettrait pas de relever ce défi face à la Chine et aux États-Unis d'Amérique. Au fond, la question qui nous est posée, voulons-nous lire l'histoire écrite par d'autres, les guerres lancées par Vladimir Poutine, les élections américaines, les choix faits par les Chinois en termes technologiques ou commerciaux, ou est-ce qu'on veut écrire l'histoire? Bon, le constat, on a l'impression qu'il n'est pas mauvais, mais on a peine à croire que ça apporte quelque chose. Alors, on veut écrire l'histoire. La réponse, on l'a facilement. Non, mais déjà, c'est énorme. Des leçons, pardon. Caroline Galacteros, les femmes en premier, comme d'habitude. Non, mais c'est énorme. Il dit très justement, Donald Trump est élu pour défendre l'intérêt des Américains, et il dit, la question, c'est, sommes-nous prêts à défendre l'intérêt des Européens? Mais depuis quand? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vrai que la question mérite d'être posée au vu mais enfin, c'est la de ce qui vient de se passer. Lui, il est président de la France, il n'est pas président de l'Europe. Donc déjà, il faudrait commencer par ça. Ensuite, après, il y a la question du poids de l'Europe dans la future politique étrangère américaine de Donald Trump. Et ça, je crains qu'effectivement, il ne faille se faire à l'idée que, comme nous avons suivi stupidement pendant je ne sais combien de temps la férule américaine, nous ferons les frais, y compris de la relation avec la Chine. Y compris de la relation avec la Chine. Et donc l'Europe va vivre effectivement, je pense, une période très difficile. Voilà. David Lenne, vous vouliez ajouter quelque chose? Comme d'habitude, Emmanuel Macron joue les donneurs de leçons, mais il n'applique pas les recommandations qu'il donne. S'il s'occupait vraiment de la France, peut-être n'aurions-nous pas 1200 milliards de dettes de plus, une explosion de la criminalité, une explosion de l'immigration illégale, un déficit de la balance commerciale de plus en plus important. Donc je pense qu'il pourrait peut-être commencer par s'occuper de la France avant de s'occuper de l'Europe. Et essayer peut-être de copier les mesures que Donald Trump va prendre aux États-Unis pour protéger son peuple. Finalement, Emmanuel Macron pose la question, on doit s'interroger sur le fait de défendre les intérêts français et européens. Lui, il ne le fait pas. Non, attends, il faut arrêter en plus avec ce cinéma. Il est à son deuxième mandat, il n'a rien fait pour mettre en place un programme de stabilité de la France, de remettre la diplomatie, parce que la France a un rôle majeur à jouer sur le terrain international. On a la deuxième surface maritime mondiale, on a quasiment plus de 400 millions de francophones. La France avait un rôle à jouer que Macron a délégué aux États-Unis. S'il voulait vraiment mettre en place une politique qui défende la France et les Français, il commencerait en effet, je suis d'accord avec M. Lenne, de remettre de l'ordre en France, qui en a grand besoin, et de redonner un nom à la France, qui est en train de le perdre. Donc, et ça, Macron a failli, il ne va pas y arriver. Donc il est temps il faut make France great again. C'est ce que j'allais dire. Gérald Olivier
Emmanuel Macron, il a le même défaut que les démocrates. Il sait donner des leçons, mais il ne sait pas écouter. Donc déjà, s'il pouvait apprendre à écouter, ça rendrait beaucoup service. Ensuite, pour en revenir à Donald Trump, très brièvement, parce que moi, c'est quand même mon sujet, la fin de l'hégémonie du dollar, il a parfaitement conscience du risque. Je ne pense pas que les démocrates, eux, l'avaient. Ça, c'est un changement fondamental. Et puis, vous avez raison, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit un petit peu plus tôt sur un homme de paix. Donc, un élargissement de l'OTAN sous Donald Trump, pour moi, j'y crois pas du tout. Ça, c'est pas possible. Si ça se faisait, là, il y aurait vraiment, je dirais, un retournement au sein de son propre camp. Parce que c'est à l'inverse de ce que beaucoup auprès de lui pensent nécessaire. Et c'est vraiment pas la priorité. Allez-y, précisez pour Pardonnez-moi, conclure. parce que je me suis mal fait comprendre. Je pense que non seulement l'OTAN ne risque pas de mourir demain ni après-demain, qu'elle ne va plus s'étendre en Europe, parce que ça, je pense que là, c'est clair, et ça va être même très compliqué. On vient de le voir en Moldavie, on vient de le voir en Géorgie. Là aussi, les peuples se rebellent contre les soi-disant élites qui sont en fait très très largement implantées par d'autres pour faire basculer leur pays dans l'orbite de l'OTAN. Donc il ne va pas y avoir d'extension en OTAN. Et l'Ukraine, la sécurité de l'Ukraine, c'est sa reneutralisation d'urgence. C'est ça, voilà. Ça je suis donc d'accord. ça, on n'aurait jamais dû faire ça et on va revenir à ça. Bon. Mais après, que l'OTAN deviennent une des structures avec d'autres en Asie, je pense au Quad, je pense à d'autres, et que tout ça s'agrège pour donner une allonge à l'influence américaine et à cette image que l'Amérique veut continuer, que ce soit Trump, Harris ou n'importe qui, à donner d'une puissance dominante qui va certes trouver sa place autrement peut-être qu'en faisant la guerre, parce que moi je pense que le deuxième slogan de Trump, c'est « Make peace great again ». Et il a tout intérêt à faire ça. Effectivement, il veut son prix Nobel, mais pas seulement. Make peace great again, ça, ce serait un très très bon slogan pour une Amérique qui voudrait revenir, c'est paradoxal, mais qui voudrait revenir un peu et reprendre surtout de l'influence et de la crédibilité, parce que le problème de l'Amérique, c'est essentiellement son discrédit moral maintenant. Et donc on va voir ça, mais ça ne veut pas dire que les institutions ne vont pas chercher à étendre leur spectre possible. Pas forcément d'intervention, mais de concern. Voilà. On va Excusez-moi. conclure. Je préfère l'analyse de monsieur, parce que On est ravis de l'apprendre. Écoutez, Gérald Olivier. Rappelez-vous la base des États-Unis, hein, c'est après George Washington. Hein, Et on conclut, on évite les alliances qui nous emmêlent partout. Entangling alliances. Donc je ne vois pas Trump partir sur cette voie, mais on verra. Il n'en fait que ça. Moi, je conserve Make Peace Great Again pour terminer cette émission. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été en rendez-vous. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas, c'est encore le moment. Pensez à cliquer sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. Pensez bien sûr à écrire vos commentaires juste en dessous pour nous dire si cette formule vous a plu. Pensez à la relayer au maximum. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre émission. À bientôt. Madame, Monsieur, la réélection de Donald Trump est bien plus qu'un événement politique électoral, c'est un véritable tournant historique pour les États-Unis et pour le monde. La victoire de Trump est bien plus qu'un triomphe politique, c'est une révolte contre l'établissement politico-médiatique et contre ces élites autoproclamées totalement déconnectées des réalités du peuple. Et cette victoire envoie un signe fort. Le peuple américain montre qu'il est possible de se dresser contre l'État profond, de rompre avec les tendances progressistes dominantes, de rejeter le déclin, la déconstruction, la destruction de nos nations. Le vent de la liberté s'est levé et il souffle désormais vers nous. En France, cette soif de liberté s'exprime à travers la presse alternative, avec TVL en tête de file, véritable navire amiral. TVL est un pilier du paysage audiovisuel français libre. TVL n'est ni à la botte des banques, ni à la botte d'un oligarque, d'un pays, d'un parti, d'un lobby. En échange, TVL compte sur votre soutien puissant, votre mobilisation militante en cette fin d'année où se construit son budget pour 2025. Grâce à votre aide, nous pouvons nous autoriser à voir les choses en grand, à innover, à renouveler, à avoir de l'ambition. Bref, à défendre la liberté à tout prix.